Bien, nous avions une bonne chance, nous avions une bonne voiture de course. Je n'étais pas vraiment enthousiaste à propos de la voiture hier après-midi lors de la dernière séance d'entraînement. Le 18 février 2001, le monde de NASCAR a été secoué jusqu'à la moelle. Le Daytona 500, l'événement le plus vénéré de la course automobile, est devenu une tragédie dont des millions de personnes ont été témoins lors d'une retransmission directe. Dale Earnhardt, l'intimidateur lui-même, est décédé dans un accident qui continue d'être débattu à ce jour, plus de 2 décennies plus tard. L'instant a été soudain, choquant et dévastateur. Pas seulement pour sa famille, c'est plutôt génial, journée géniale aussi. Donc, nous allons, espérons-le, courir après quelque chose, mais pour un sport basé sur la vitesse, le risque est des héros plus grands que nature. Un autre pilote, Sterling Marlin, dont le véhicule est entré collision avec celui d'Earnhardt lors de ce dernier tour, s'est retrouvé pris entre les deux. Pendant des décennies, les fans se sont demandé ce qui s'était passé ce jour-là. Maintenant, Marlin s'est exprimé et ce qu'il a finalement déclaré a mis beaucoup de gens mal à l'aise. Le début de la vie et de la carrière de Dale. Dale Earnhardt Sr. n'était pas simplement un pilote. Il était un emblème de NASCAR dans ce qu'il avait de plus brut, de plus authentique et de plus indélébile. Pour des millions de personnes, il était simplement connu sous le nom de l'intimidateur. Et il incarnait une combinaison de ténacité, de charisme et d'arrogance intrépide qui le distinguait sur et dehors du circuit. Né le 29 avril 1951 à Kannapolis, Caroline du Nord, Dale a grandi dans l'ombre de son père, Ralph Earnhardt, lui-même un coureur respecté. La course en race automobile n'était pas qu'une carrière pour la famille Earnhardt, c'était quelque chose qui coulait dans leurs veines et Dale allait faire progresser cet héritage plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Il a commencé sa carrière NASCAR Cup 1975 et il n'a pas fallu longtemps pour que les gens se rendent compte qu'ils assistaient à quelque chose de spécial. Dale n'était pas le genre de pilote à ralentir. Il poussait la piste, poussait ses concurrents et a gagné ses surnoms. Ironhead, Man in Black et surtout l'intimidateur. Il était adoré pour cela par les fans et détesté par les concurrents qui savaient que si Dale Earnhardt était dans votre rétroviseur, vous vous battiez avec vos mains. Son curriculum vitae dit long. 7 titres de la Winston Cup Series égalant le grand Richard Petty et plus tard Jimmy Johnson. Plus de 27 saisons, il a accumulé 76 victoires coupe, des Coca-Cola 600 au Southern 500, du Brickyard 400 au Joyau de la Couronne, le Daytona 500 1998. La raison pour laquelle il avait un goût si doux était qu'il faisait suite à une série d'années de presque. C'était comme si le destin avait enfin récompensé Earnhardt pour son attente sous le soleil de Floride. Outre les titres et les trophées, Dale était également un pionnier. Il est devenu le seul pilote NASCAR de l'histoire à remporter des courses pendant 4 décennies consécutives, des années 1970 jusqu'aux années 2000. Sa course ne consistait pas seulement à gagner. Il s'agissait de divertissement, de donner aux spectateurs quelque chose dont ils pourraient parler chaque fois que les voitures numéro 3 passaient trombe autour de l'ovale. Mais l'histoire de Dale Earnhardt Sr. ne se résumait pas aux victoires. Sa vie et sa carrière ont été remplies d'événements qui ont transformé à jamais l'ensemble du sport. Cela s'est produit le 18 février 2001 lors du dernier tour du Daytona 500. Une tragédie s'est déroulée, l'accident a ébranlé l'univers de la course et a laissé certains avec des questions qui ne seraient jamais vraiment oubliées. À ce jour, près d'un quart de siècle après les faits, le nom de Dale est toujours lourd de sens. Il n'est pas seulement considéré comme un champion, mais aussi comme l'homme qui a forgé l'ère contemporaine de NASCAR par son audace, sa persévérance et sa présence inébranlable. Sa vie était plus grande que le sport lui-même et son héritage plane encore dans l'air chaque fois que les moteurs rugissent au départ d'une course. La vie personnelle de Dale. Sur la route, Dale Earnhardt Sr. était intrépide, mais dehors de la piste, sa vie était construite autour de sa famille, de l'adversité et des liens qui ont façonné son existence. Dale est né le 29 avril 1951 à Kannapolis, Caroline du Nord.
Ayant grandi dans un foyer où la course automobile était le pouls, son père Ralph Earnhardt était dès son plus jeune âge un pilote de courte piste très respecté qui a remporté le championnat NASCAR Sportsman 1966. Dale l'admirait et même à 12 ans, il ne pouvait s'empêcher de se faufiler dans la voiture de son père pendant une course. Au mépris des probabilités, il a failli gagner. Cet acte d'imprudence a donné au monde son premier aperçu de l'intimidateur devenir. Cependant, Ralph ne souhaitait pas que son fils suive le même chemin. Il connaissait à quel point la course était difficile, risquée et imprévisible. Pourtant, Dale était décidé. Il a quitté l'école pour poursuivre ce sport, gravissant les échelons avec la même férocité qui allait éventuellement devenir sa signature. Lorsque Ralph est décédé inopinément d'une crise cardiaque 1973, Dale avait 22 ans. Pendant les années qui ont suivi, il a eu pour mission tacite de montrer à son père, même après sa mort, qu'il avait pris la bonne décision. Dale n'a pas voyagé seul, il avait 4 frères et sœurs, les frères Danny et Randy, et les sœurs Cathy et Kay. Les liens familiaux étaient étroits, mais comme dans sa vie professionnelle, sa vie personnelle avait aussi son lot de rebondissements. Il s'est marié tôt, à 17 ans, avec Lynn Brown. Ensemble, ils ont eu le premier enfant de Dale, Carrie, 1969. Cependant, le mariage a été bref et s'est terminé 1970. Dale est vite tombé amoureux une fois de plus de Brenda G, la fille du constructeur de voitures NASCAR Robert G. Dale a eu 2 enfants avec Brenda, Kelly 1972 et Dale Earnhardt Jr. 1975. Mais là encore, le mariage n'a pas duré et ils se sont séparés peu après la naissance de Dale Jr. C'est 1982 que Dale a rencontré la personne qui allait finir par durer. Il s'est marié avec Teresa Houston, la nièce de la légende de NASCAR Tommy Houston, et ils ont établi une vie stable au milieu de la tourmente de la course. Leur fille, Taylor Nicole Earnhardt, est née 1988. Teresa est restée avec lui jusqu'à son accident mortel 2001. Ensemble, Dale a eu 4 enfants, Carrie, Kelly, Dale Jr. et Taylor, dont chacun a porté un morceau de lui dans l'avenir, que ce soit participant eux-mêmes à des courses, dirigeant des équipes de sport automobile ou simplement portant fièrement le nom d'Earnhardt. Sous le regard redoutable et la réputation de conduite violente, Dale Earnhardt Sr. était avant tout un homme de famille. Son parcours était imparfait mais authentique, rempli d'amour, de chagrin, de persévérance et d'un fort sens de l'héritage. La conduite antisportive de Dale et même les menaces de mort. La carrière de Dale Earnhardt a été marquée autant par la controverse que par les réalisations. Surnommé l'intimidateur, Earnhardt a bâti son image de mauvais garçon sur un style de conduite agressif qui intimidait ses pairs. Pour son public adorateur, cela a fait de lui une figure plus grande que nature qui a ajouté de l'excitation à chaque événement. Mais pour les autres sur la piste, sa poursuite agressive de la victoire allait souvent trop loin avec des accusations de conduite antisportive. Les critiques à l'égard d'Earnhardt sont montées d'un cran après la passe légendaire dans l'herbe de la course NASCAR All-Star de 1987. Dans ce cas, Earnhardt a pu garder le contrôle de son véhicule, tout étant poussé dans l'herbe, conservant ainsi la tête sur ce qui est devenu une manœuvre emblématique. Pour ses défenseurs, c'était emblématique de son talent brut et de sa détermination. Mais pour la plupart des concurrents, cela n'a fait que les convaincre que Earnhardt ne reculerait devant rien propre ou sale pour franchir la ligne d'arrivée premier. Cette intensité s'étendait au-delà de la piste. La conduite agressive d'Earnhardt lui a valu une telle inimitié qu'il recevait parfois des lettres désagréables de fans ou de critiques colères. La plus effrayante était peut-être une menace de mort anonyme. Après l'événement de la passe dans l'herbe, Earnhardt a reçu une lettre lui disant de ne pas se présenter sur certaines pistes comme Pocono, Watkins Glen et Dover. La lettre l'accusait de mettre en danger d'autres pilotes avec sa soi-disant conduite antisportive et contenait une menace menaçante selon laquelle s'il ne s'améliorait pas, il y aurait des représailles. Pour un sport qui est basé sur les rivalités et la compétition à haut risque, il s'agissait d'un franchissement d'une ligne potentiellement mortelle. Alors que les pilotes étaient habitués aux critiques acerbes ou aux huées de la foule, les menaces de mort étaient inhabituelles et plutôt effrayantes.
Les responsables de NASCAR de l'avis général prenaient ces menaces au sérieux, renforçant la sécurité si nécessaire. Earnhardt lui-même, même s'il paraissait dur et indifférent sur face, reconnaissait les risques associés à son image plus grande que nature. Le fait d'être à la fois la plus grande attraction du sport et sa personnalité la plus controversée avait pour conséquence que la passion, bonne ou mauvaise, l'accompagnait partout où il allait. Malgré le risque, Earnhardt n'a jamais cédé ni tempéré son style. Il a continué à jouer le rôle de méchant pour certains et de héros pour d'autres. Il a déclaré avec humour « S'il n'avait pas d'ennemis sur la piste, il ne faisait pas correctement son travail ». Les menaces, bien que terrifiantes, semblaient seulement stimuler sa volonté. Pour Earnhardt, être qualifié d'agressif n'était pas négatif, c'était une marque de fierté. Fin de compte, ce chapitre de sa vie a permis de mettre perspective à quel point il a touché le sport. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le style d'Earnhardt sur la piste évoquait des sentiments que peu d'autres athlètes dans n'importe quel autre sport pouvaient espérer égaler. Les menaces de mort étaient la preuve des réactions de haute intensité qu'il créait, mais elles ont également solidifié sa position comme l'une des figures les plus puissantes et les plus polarisantes de l'histoire de NASCAR. Le dépassement controversé de Dale sur Terry Labonte. Aucune course NASCAR n'a causé autant de controverses que la course de nuit de 1999 à Bristol Motor Speedway. Avec sa piste étroite d'un demi-mile et son environnement brutal, Bristol avait tendance à susciter la colère, le drame et des arrivées intenses. Mais la course du 28 août 1999 est devenue tristement célèbre, raison du geste infâme de Dale Earnhardt contre Terry Labonte dans les derniers tours. Les deux pilotes avaient également des antécédents à Bristol. Seulement 4 ans auparavant, 1995, Earnhardt et Labonte étaient entrés collision sur la même piste, Labonte effectuant un tête-à-queue sur la ligne d'arrivée pour gagner. Le souvenir de cet accident est resté dans l'esprit des fans. La revanche de 1999 était donc d'autant plus intense. Alors que les tours diminuaient lors de l'épreuve de 1999, Labonte s'est frayé un chemin vers l'avant avec un tour à faire. Mais quelques secondes plus tard, la Chevrolet noire numéro 3 d'Earnhardt a réduit l'écart. Entrant dans le virage 2 au dernier tour, Earnhardt est entré contact avec l'arrière de la voiture de Labonte. La poussée a suffi à faire un tête-à-queue à Labonte, déclenchant un énorme carambolage impliquant plusieurs autres véhicules. Et Earnhardt, cependant, a dépassé le chaos et a pris le drapeau à damier, remportant la course. La réaction du public a été instantanée et polarisée. Certains ont applaudi sauvagement, heureux de ce qu'ils interprétaient comme le style de conduite à l'ancienne de l'intimidateur. D'autres ont hué avec une grande vigueur, irrités par ce qu'ils considéraient comme un geste sale et injustifié. Les tribunes de Bristol se sont vidées d'une symphonie de sentiments contradictoires qui reflétaient l'ensemble des fans de NASCAR. La controverse n'a fait que s'amplifier après la course. Lors de son interview d'après-course, Earnhardt a prononcé l'une de ses citations les plus emblématiques et les plus controversées. « Je n'avais pas l'intention de le faire tourner, je voulais ébranler sa cage ». Pour certains, c'était du Earnhardt pur jus, un pilote endurci qui ne s'excusait pas pour son style rude. Pour d'autres, c'était la preuve d'un mépris pour la sécurité de son concurrent et d'un abandon imprudent. Terry Labonte, comme on pouvait s'y attendre, était contrarié. Ayant été tête dans les derniers tours pour finalement être percuté, il s'est plaint amèrement de l'agressivité d'Earnhardt. De nombreuses personnes au sein de la base de fans de NASCAR se sont demandé si le bump and run, traditionnellement considéré comme une tactique de courte piste acceptée, était allé trop loin lorsqu'il a percuté Labonte plutôt que de simplement le pousser hors de la voie. L'incident reste l'un des moments déterminants de la carrière d'Earnhardt, symbolisant à la fois le génie et la controverse qui ont fait de lui une légende. Il résume parfaitement pourquoi il était à la fois vénéré et critiqué, intrépide, intransigeant et prêt à tout pour gagner. Plus de 2 décennies plus tard, la citation « Rattle his cage » résonne encore dans la légende de NASCAR. Un rappel d'une nuit où la victoire s'est faite au détriment de l'esprit sportif, l'incident de l'autocollant de drapeau de Dale.
Dale Earnhardt était célèbre non seulement pour son style de conduite compétitif et agressif, mais aussi comme un homme fortement enraciné dans son héritage sudiste. Tout comme de nombreuses personnes de Caroline du Nord, il était fier de son héritage, ce qui se manifestait parfois de manière symbolique. L'un des exemples les plus divertissants est apparu sous la forme d'un autocollant qu'il a appliqué sur son camion. L'autocollant comprenait le drapeau confédéré et les mots suivants. Américain de naissance, sudiste par la grâce de Dieu. Il était à la mode dans le Sud à l'époque de brandir le drapeau confédéré comme un symbole culturel, bien qu'il soit controversé même à l'époque raison de son association claire avec l'esclavage, la ségrégation et le racisme. Earnhardt aurait peut-être seulement voulu que l'autocollant symbolise sa fierté d'être originaire du Sud. Pourtant, pour certains, le drapeau représentait un héritage laid d'oppression. Ce conflit de sens s'est révélé personnellement pour Earnhardt. Selon des informations, sa gouvernante afro-américaine de longue date a remarqué l'autocollant et a indiqué que le drapeau la mettait mal à l'aise. Ce n'était pas un signe culturel bénin pour elle. Cela lui rappelait le racisme et l'inégalité. Elle aurait parlé personnellement à Earnhardt, lui expliquant son point de vue et pourquoi le signe portait ce poids. Ce qui est remarquable dans cet épisode, c'est la façon dont Earnhardt a réagi. Au lieu de rejeter ses objections ou de s'entêter, Earnhardt a agi rapidement. Il a supprimé le drapeau confédéré, mais a laissé le texte « Américain de naissance, sudiste par la grâce de Dieu ». De cette façon, il a transmis sa fierté d'être sudiste sans s'appuyer sur quelque chose qui blessait les autres. Ce petit acte significatif disait long sur la personnalité d'Earnhardt. Même s'il était un pilote dur sur la piste et qu'il avait généralement l'air d'un type dur et pragmatique, il faisait preuve de sensibilité et de respect. Dans ce cas, son action a démontré une prise de conscience que les symboles comptent et qu'il est plus précieux d'être attentif aux sentiments des autres que de s'accrocher obstinément à quelque chose de litigieux. Avec le recul, ce moment témoigne de la capacité d'Earnhardt à unir les cultures. Alors que beaucoup se battaient contre la prise de conscience de l'influence blessante du drapeau confédéré, Earnhardt a pris une décision discrète qui s'alignerait sur la compassion et l'unité. Pour un homme qui avait des millions de personnes admiration, la décision a envoyé un message discret mais significatif. La fierté sudiste pouvait être appréciée sans embrasser des symboles qui causaient de la douleur aux autres. Cette histoire est l'un des regards les plus humanisants sur les convictions personnelles de Dale Earnhardt, révélant que même chez le concurrent coriace se trouvait quelqu'un qui écouterait, apprendrait et s'adapterait lorsque c'était le plus important. Dale Earnhardt est l'incident de Richard Petty, 1980. 1980, Dale Earnhardt était encore train de se construire une identité NASCAR, mais il était déjà tristement célèbre pour être un pilote coriace sur la piste. L'une des premières et des plus durables controverses de sa carrière s'est déroulée au Martinsville Speedway. Ce circuit de course-court était tristement célèbre pour les courses serrées, où les esprits s'échauffaient et les collisions entre les voitures étaient presque garanties. Pour Earnhardt, c'était le type d'environnement où son style agressif pouvait être payant ou se retourner contre lui. Pendant la course, Earnhardt a été impliqué dans un carambolage qui est devenu l'un des moments les plus célèbres du début de sa carrière. Sa manœuvre agressive de sa voiture a provoqué la collision d'un groupe de plusieurs voitures, dont la légende de la course Richard Petty. L'épave était à son pire lorsque la voiture d'Earnhardt a atterri sur le capot du véhicule de Petty. Une scène dramatique qui a été rejouée et racontée pendant des années par la suite dans les cercles de NASCAR. Richard Petty, alors 7 fois vainqueur et communément appelé le roi de NASCAR, a pris la situation au sérieux. Sortant de la collision, Petty s'est rendu directement auprès d'Earnhardt et l'a confronté. D'après ce qui a été décrit le jour de l'incident, il aurait averti le jeune pilote de ne plus jamais conduire aussi imprudemment, l'informant que ses actions avaient des répercussions. Pour Earnhardt, ce fut un apprentissage précoce des règles non écrites de la course automobile. Le respect était gagné non seulement gagnant, mais aussi par la façon dont un pilote se comportait envers ses rivaux.
Cette confrontation a souligné la différence entre les deux pilotes. Petty était la tradition, la discipline et la main ferme de l'expérience, alors qu'Earnhardt était un nouveau type de pilote, intrépide, agressif et déterminé au point de repousser les limites. Leur rencontre à Martinsville a représenté la transformation générationnelle que NASCAR connaissait à la fin des années 1970 et au début des années 1980, alors que de jeunes pilotes tels que Earnhardt ont commencé à défier la suprématie des légendes établies. Pour ses fans, l'événement était d'un pur drame. Certains ont blâmé Earnhardt pour être trop imprudent, soutenant qu'un tel comportement mettrait fin à des carrières ou entraînerait des blessures catastrophiques. D'autres, cependant, ont loué son audace comme une bouffée d'air frais qui a apporté de la vie au sport. Avec le recul, l'accident de Martinsville et la réponse dure de Petty ont fait partie de la mythologie de l'ascension d'Earnhardt au statut de star. Bien que la confrontation n'ait pas conduit à une querelle durable, elle a donné le ton sur la façon dont les concurrents et les fans considéraient Earnhardt. Ils n'avaient pas peur de se mêler, même si cela signifiait s'opposer au plus grand nom du sport. Cette volonté de marcher sur la fine ligne entre l'audace et l'imprudence allait définir sa carrière pendant les 2 prochaines décennies, les racines d'un coureur de Sterling Marlin. Sterling Burton Marlin est né le 30 juin 1957 à Columbia, dans le Tennessee, de parents pour qui la course en automobile était plus qu'un passe-temps, c'était un mode de vie. Son père, Clifton Cuckoo Marlin, était l'un des pilotes V-Camp vétérans de NASCAR et a participé au plus haut niveau de ce sport pendant de nombreuses décennies. Sterling a grandi entouré de la culture de la course automobile dès son plus jeune âge, absorbant des leçons sur les moteurs, les pistes et les dures réalités de la compétition. Mais alors que certains fils de coureurs sont contraints de reprendre là où leur père s'était arrêté, Sterling n'a jamais eu de doute, c'était quelque chose qui l'attirait. Il avait été élevé pour admirer la ténacité et la persévérance qu'il fallait pour réussir. Et bien qu'il ait hérité des gènes de course de son père, la nature affable de Sterling finirait par le distinguer de la férocité dure de la plupart de ses concurrents. Dehors de la grille, Marlin a construit une solide existence familiale. Il a épousé Paula, avec qui ils ont eu 2 enfants, Sutherland et Steedman. Son fils Steedman rejoindra plus tard son père dans la NASCAR Xfinity Series et son petit-fils Sterling a également repris le flambeau familial, participant à la légendaire Super Late Model numéro 114 de Sterling. La course et la famille étaient 2 fils étroitement liés dans l'histoire de Marlin, le gardant les pieds sur terre même lorsqu'il poursuivait la carrière folle d'un pilote professionnel. La progression de Marlin dans les rangs de NASCAR a été progressive et non fulgurante. En 1983, il a obtenu sa première grande opportunité lorsque Roger Hamby l'a engagé pour piloter la Chevrolet numéro 17 de Esco Exhaust. Cette année-là, Marlin a fait sensation, remportant le titre de recrue de l'année, prouvant qu'il n'était pas juste un autre pilote avec un nom de famille célèbre. Le milieu des années 1980 a vu Marlin rebondir entre les équipes à la recherche de cohérence. Il a couru pour Sadler Brothers Racing, a fait quelques départs avec Jimmy Means et Dick Barr, puis est allé à la Chevrolet numéro 1 de Hoss Ellington Bullseye Barbecue Sauce 1986, où il a obtenu une remarquable 2e place au Firecracker 400. 1987, il a obtenu une place à temps plein avec l'équipe de Billy Hagen. Pilotant la Oldsmobile numéro 44 de Piedmont Airlines, les performances ont été solides avec quelques top 5 et des gains constants dans les points. Bien que Marlin ait mis plus de temps que la plupart à remporter sa première course de la Cup Series, il s'est discrètement forgé une réputation dans le garage. Ses pairs appréciaient son attitude pragmatique et sa ténacité. Il n'était pas la personnalité la plus loquace de NASCAR, mais il se forgeant discrètement une réputation de quelqu'un qui pouvait se mesurer au meilleur. À la fin des années 1980, Marlin avait établi une base qui finirait par porter ses fruits dans certaines des plus grandes victoires de sa vie. Respect mutuel entre les concurrents. Earnhardt et Marlin étaient d'une part des rivaux dans le monde agressif de la compétition
NASCAR Super Speedway, Sterling Marlin a remporté des victoires au Daytona 500 1994 et 1995, années au cours desquelles Dale Earnhardt, longtemps maudit à Daytona, a terminé deuxième. 1995, Earnhardt a perdu face à Marlin avec la plus petite des marges après un retour épique, une arrivée qu'Earnhardt a résumée disant qu'il conduisait mieux dans les virages, mais que Marlin conduisait mieux dans les lignes droites. Ces courses ont forgé une rivalité délicate et courtoise. La détermination brute d'Earnhardt contre la précision diligente de Marlin. Ce respect mutuel, cependant, lui a été enlevé 2001 au Daytona 500. Au dernier tour, le véhicule de Sterling est entré collision avec celui d'Earnhardt dans le cadre d'un peloton désespéré, déclenchant un accident qui a coûté la vie à la légende de NASCAR. Sterling caractérisera plus tard l'accident comme accidentel, déclarant que peut-être les gens étaient colère et juste d'humeur à blâmer quelqu'un. Dans les jours suivants, Marlin et sa famille ont été soumis à un flot de lettres de haine et même de menaces de mort, incitant NASCAR à fournir une sécurité renforcée pour lui. Mais dans la tourmente, il y a eu une forte expression de solidarité de la part des rangs d'Earnhardt. Lors du service commémoratif de Dale Sr., son fils, Dale Earnhardt Jr., a pris position et a déclaré que toute idée ou toute pensée de blâme étant imputée à qui que ce soit, Sterling Marlin inclus, ou à quiconque d'autre d'ailleurs, était absurde et ne serait pas accepté. Michael Waltrip, qui courait avec l'équipe d'Earnhardt ce jour-là, a également pris la parole publiquement pour Marlin, soulignant que ce qui s'était passé n'était que de la course. Des années plus tard, Sterling Marlin a continué de revenir sur l'incident avec un sentiment de regret persistant. Dans une interview de 2011, il a reconnu que l'incident l'irritait toujours et qu'il continuait de rejouer les 10 derniers tours de la course dans sa tête. Son respect pour l'héritage d'Earnhardt a continué d'être impressionné par le fardeau de l'histoire et par l'admiration du public accordée à la famille d'Earnhardt. Essentiellement, leur relation a été façonnée par des héritages différents. Earnhardt, le géant plus grand que nature, et Marlin, le concurrent assidu et courtois. Leurs vies se sont croisées dans de brefs moments d'intense rivalité, de respect mutuel et de tragédie. Fin de compte, c'est la décence humaine manifestée par le fait que Earnhardt Jr. a pris la défense de Marlin qui a servi à réparer une relation à jamais changée au dernier virage de cette course fatidique. Sterling Marlin brise enfin le silence sur la mort de Dale Earnhardt. Le nom de Sterling Marlin a été à jamais lié à la perte tragique de Dale Earnhardt lors du Daytona 500 de 2001. Et au fil des ans, Marlin a publiquement exprimé ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Les fans l'ont injustement blâmé pour l'accident mortel d'Earnhardt pendant des années parce que son véhicule avait eu un contact fortuit avec celui d'Earnhardt lors du dernier tour. Pourtant, Marlin a toujours décrit sa manœuvre comme involontaire et imprudente, mais l'une des plus difficiles courses, les derniers tours du plus grand événement de NASCAR. Comme le rapporte Marlin, Earnhardt bloquait d'une manière difficile pour maintenir la position de son fils Dale Earnhardt Jr. qui était tête. Marlin a essayé de le dépasser et le contact qui a suivi était l'un des échanges habituels de la course. La réalité que Marlin a révélée est que la blessure mortelle d'Earnhardt n'a pas été directement causée par la poussée ou le tête-à-queue, mais par une série de facteurs, notamment l'absence de certains dispositifs de sécurité NASCAR pendant cette période, y compris des dispositifs de sécurité comme le dispositif HANS, les barrières SIA Safer et des configurations de ceintures de sécurité plus robustes. Plus tard dans sa vie, Marlin a explicitement reconnu le fardeau de la responsabilité pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, notant que l'accident mettait évidence des lacunes mortelles dans les règlements de sécurité de la course. Il a révélé que les enquêteurs avaient vérifié que les blessures d'Earnhardt résultaient de l'impact rapide contre le mur et non de l'impact initial entre les deux voitures. Cette amère réalité a mis évidence que le sport lui-même avait négligé les avancées essentielles matière de sécurité et que la mort d'Earnhardt était le résultat de défaillances systémiques plutôt que des actions d'un seul pilote.
Les réflexions honnêtes de Marlin l'ont non seulement exonéré, mais ont également identifié comment la tragédie est devenue un tournant pour NASCAR. Des changements importants qui ont permis de sauver de nombreuses vies sur le circuit de course. Révélant cette vérité, Marlin a rappelé aux téléspectateurs que bien que la perte de Dale Earnhardt ait été catastrophique, elle a également redéfini le sport d'une manière qui a finalement honoré son héritage. L'héritage de Dale Earnhardt reste un héritage de triomphe, de tragédie et d'influence intemporelle. Son style de conduite féroce, sa détermination inégalée et sa capacité à commander le respect sur et dehors de la piste ont fait de lui l'une des figures les plus inoubliables de NASCAR. Pourtant, sa mort prématurée lors du Daytona 500 de 2001 a jeté une longue ombre non seulement sur le sport, mais aussi sur la vie de ceux qui ont été directement et indirectement impliqués, y compris Sterling Marlin. Les années qui ont suivi l'accident ont été remplies de chagrin, de colère et de questions sans réponse. Et Marlin, étant le pilote impliqué dans ce moment fatidique, a été forcé de porter un fardeau qui n'était jamais vraiment le sien. Ce qui rend ce chapitre de l'histoire de NASCAR si complexe, c'est l'élément humain derrière le rugissement des moteurs et la quête de la victoire. La volonté éventuelle de Marlin de parler franchement de ce qui s'est passé ce jour-là a ajouté une couche de clarté douloureuse à un événement qui avait déjà changé le sport à jamais. Reconnaissant que son implication faisait partie du chaos de la course et non d'un acte de malveillance, Marlin a donné une voix à la réalité difficile, selon laquelle parfois la tragédie survient non pas par faute, mais par le destin. Aujourd'hui, l'incident sert à la fois de rappel des dangers que les pilotes acceptent chaque fois qu'ils entrent sur la piste et de symbole des profondes réformes qui ont suivi, conduisant à des mesures de sécurité plus strictes qui ont sauvé d'innombrables vies depuis. La mort d'Earnhardt a été une perte dévastatrice, mais elle a également forcé NASCAR à entrer dans une nouvelle ère de responsabilité et de protection pour ses pilotes. La vérité de Sterling Marlin, bien que difficile à accepter, était essentielle pour comprendre les derniers instants d'une légende dont l'impact ne pourra jamais être effacé. Dale Earnhardt reste à ce jour l'intimidateur, un héros, un rival et une icône dont l'histoire définira à jamais NASCAR. Si vous avez trouvé cette histoire aussi émouvante que nous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les explorations approfondies des moments inédits de l'histoire et du sport, assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer notre prochaine vidéo.